Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'expert comptable patrimonial. Aujourd'hui, une thématique d'actualité, comme toujours, mais là encore plus d'actualité. Quelle stratégie dans le cadre de nos rendez-vous de bilan à mettre en place pour 2025? On rencontre nos clients pour les bilans 2023. Effectivement, en profiter pour leur présenter ce nouveau texte, cette épargne salariale, bien évidemment, et puis le partage de la valeur, comment d'une obligation, on va en faire un levier de chiffre d'affaires pour nos cabinets. Euh, D'ailleurs, l'épargne salariale, hein, c'est un sujet qui est abordé au cours du certificat conseil patrimonial de l'expert comptable patrimonial, un certificat de 14 jours qui, cette promo du premier semestre, donc attaque le 20 mai, certes en pleine fin de campagne fiscale, mais elle va durer tranquillement jusqu'au mois de juillet. Donc, on aborde bien évidemment hein, l'épargne salariale, le partage de valeur sur la thématique sociale. Bien, eh bien, je laisse la parole à Emmanuel qui va se présenter, qui va nous présenter le groupe RS, ce qu'ils font et comment ils peuvent nous accompagner. Et puis, nous présenter la thématique du jour, qui est vraiment un sujet prégnant. Mais ce qui m'intéressait dans son approche, c'est vraiment comment sélectionner les clients. Donc, à vous, Emmanuel, et bon webinaire Merci. à tous. Merci Frédéric. Mais écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Emmanuelle Lafargue, je suis la directrice commerciale chez RS pour notre réseau dit intermédiaire. Donc, nous animons des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers, des experts comptables. Je vais effectivement aujourd'hui partager cette heure et demie sur la thématique pardon, du partage de la valeur, hein. On va regarder bien évidemment qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte de loi entre loi partage de la valeur, prime partage de la valeur, hein, puisqu'on a bien deux sujets différents. On abordera l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale avec à la fois eh bien, les cibles, les questions à poser, les points de vigilance. On rentrera dans le détail des dispositifs, comment les utiliser pour adapter toutes ces opportunités aux besoins réels des clients, hein, comment optimiser tout cela. Et on terminera avec un cas concret qui est un cas client que vous avez toutes et tous dans vos portefeuilles clients. Alors, quelques mots sur RS avant de rentrer dans le vif du sujet. Les quatre lettres d'RS pour épargne retraite, épargne salariale. On est aujourd'hui un acteur indépendant spécialisé dans le partage du profit. Donc, on va accompagner les entreprises, nos partenaires sur la thématique de l'épargne salariale, de la retraite, qu'elle soit collective, catégorielle et individuelle. Et puis, on accompagne également eh bien, les dirigeants hein, qui souhaitent mettre en place de l'actionnariat salarié. Alors, ce qui fait aujourd'hui la particularité d'RS, eh bien, c'est son expertise. On va vraiment rentrer dans tous les détails de nos dispositifs pour accompagner, comme je vous le disais, faire en sorte que l'on a le dispositif adapté aux besoins du client. Quelques chiffres avant de poursuivre. RS aujourd'hui, c'est 7 milliards d'actifs sous gestion. On a 28 000 entreprises clientes, alors de toute taille. Les structures monsieur, madame, comme vous pouvez les connaître, de la TPE, l'artisan, du commerçant, de la PME et des grandes entreprises avec plusieurs centaines, voire milliers de salariés. On vous a mis quelques références ici. Aujourd'hui, eh bien, on travaille avec, comme je vous le disais, un réseau de partenaires. À peu près 7000 partenaires nous font confiance aujourd'hui pour parler de ces thématiques d'épargne salariale, de retraite, d'assurance vie et d'actionnariat salarié. Et donc, on est ravis aujourd'hui de
pouvoir intervenir auprès de vous. Alors, 2025, l'an 1 de la loi partage de la valeur. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette loi et finalement, en commençant peut-être par le pourquoi cette loi. Eh bien, il faut remonter un petit peu en arrière, se rappeler que aujourd'hui, le partage de la valeur, eh bien, il présente de grandes disparités en France, hein. Vous le savez toutes et tous, quand on parle de partage de la valeur ou d'épargne salariale, on pense à la participation. Donc, on sait que c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, on a forcément un taux d'équipement des entreprises avec un nombre de salariés important qui est plus important. On le voit dans ces chiffres, hein, 88% des entreprises de plus de 1000 salariés disposent de dispositifs d'épargne salariale, et plus on descend dans l'effectif, plus ce taux diminue, et on se rend compte que les entreprises de moins de 50 salariés sont tout juste équipées à hauteur de 20%. Donc, il y avait une volonté du gouvernement d'élargir le champ des bénéficiaires de ces dispositifs de partage de la valeur ou de partage du profit en mettant en place ce texte de loi. Alors, qui est concerné par la loi partage de la valeur? Eh bien, les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés. Donc, toutes celles qui ne sont pas encore contraintes à la mise en place d'un accord de participation. Alors, bien évidemment, on parle des entreprises qui ne sont pas équipées d'un dispositif de partage de la valeur. Donc, tous les dirigeants qui avaient pris les devants, avaient déjà mis en place des dispositifs. Bien évidemment, ils n'ont pas d'obligation à mettre un nouveau dispositif complémentaire. On va parler des entreprises, bien évidemment, rentables. Et donc, il y a un seuil qui a été fixé. Il faut que le bénéfice net fiscal soit supérieur à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives, hein. Donc, de 11 à 49 salariés, quand on n'avait rien mis en place et qu'on est bien évidemment rentable. Alors, une fois qu'on est sûr d'être concerné par ce dispositif, eh bien, qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit mettre en place? Eh bien, le dirigeant va avoir le choix, donc c'est quand même la souplesse de ce texte de loi. Il pourra choisir entre un accord de participation, un accord d'intéressement, de l'abondement dans un plan d'épargne entreprise ou dans un plan d'épargne retraite collectif, hein, PE, PER-ECO. Et il pourra également décider de distribuer une prime partage de la valeur. Donc, une grande souplesse, on choisit le ou les dispositifs que l'on veut mettre en place. Alors, c'est un texte de loi que l'on peut peut-être voir en demi-teinte, puisque il y a cette obligation effectivement de mettre en place. Pour autant, il n'y a pas de minimum imposé par la réglementation. Donc, bon, ça rassure, on va dire, le dirigeant finalement, de se dire je fais comme je veux et pour le montant que je veux. À ce jour, il n'y a pas encore de sanctions hein, qui sont prévues pour les entreprises qui ne mettraient pas en place. Pour autant, il y a quand même un enjeu pour les dirigeants et c'est plutôt un enjeu social. La tranche de 11 à 49 salariés, hein, c'est une tranche dans laquelle on va avoir des partenaires sociaux. Donc les CSE hein, vont poser des questions sur cette loi partage de la valeur. On a suffisamment de salariés pour qu'il y ait aussi des échanges, des questions et des attentes de ces salariés. Et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où les dirigeants eh bien, ont du mal à recruter, à fidéliser les collaborateurs et donc ils ont un réel intérêt à eh bien, se lancer dans cette loi partage de la valeur, faire un pas vers les salariés pour effectivement eh bien, garder une paix sociale, garder leurs salariés, les motiver avec l'un des dispositifs. Alors, le texte de loi est entré en vigueur
au 1er janvier, ce qui veut dire que les entreprises eh bien, ont toute l'année pour choisir un dispositif. Alors, celles qui opteront pour la prime partage de la valeur, eh bien, ont jusqu'à la fin de l'année pour la verser. Ceux qui choisiront de l'abondement dans les plans d'épargne, eh bien, même logique, hein, ils ont toute l'année pour mettre en place les plans d'épargne avec une règle d'abondement. Et puis, ceux qui opteront pour de l'intéressement ou de la participation, eh bien, on va retrouver les règles habituelles de tous ces dispositifs. Donc, pour une entreprise qui clôture au 31/12, si elle fait choix d'un accord d'intéressement, il faut qu'elle signe son accord avant le 30 juin et qu'elle le dépose à la direction du travail avant le 15 juillet. Alors, sur les différentes possibilités, on va revenir un petit peu plus tard sur tout ce qui est participation, intéressement et règles d'abondement pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec de l'abondement. On va parler par contre dans un premier temps de la prime partage de la valeur, alors qui s'est appelée prime PEPA, prime Macron. Elle a différents noms qui lui sont attribués. Elle a évolué, hein, c'est une prime qui est arrivée avec l'après-Covid, une volonté qui était de pouvoir de redonner du pouvoir d'achat aux personnes les plus faiblement rémunérées en sortie de crise et sortie de Covid. Aujourd'hui, cette prime partage de la valeur, elle a un certain nombre de caractéristiques qui vont dépendre eh bien, à la fois de la taille de l'entreprise qui distribue la prime, à la fois de la rémunération de la personne qui perçoit cette prime. Donc, on va regarder entreprise de moins de 50 salariés et entreprise de plus de 50 salariés. Quand on est dans une entreprise de moins de 50 salariés, que l'on gagne moins de 3 SMIC, eh bien, la prime est une prime, je vais dire, magnifique, hein. Elle est exonérée de charges sociales, exonérée de CSG, CRDS, qui est quand même très rare en France. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu, quand bien même on l'aperçoit sur son compte en banque. Donc, c'est vraiment une véritable avantage. Quand on est dans une entreprise de moins de 50 salariés, mais que l'on est rémunéré plus de 3 SMIC, eh bien, on va voir apparaître la CSG-CRDS. Et pour les personnes qui percevront la prime partage de la valeur sur leur compte en banque, eh bien, ils devront la déclarer dans leurs revenus et payer de l'impôt dessus. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui font et qui feront le choix de verser une prime partage de la valeur, eh bien, là, on va bien évidemment retrouver, comme pour les plus de 3 SMIC dans les moins de 50 salariés, la notion de CSG-CRDS, une prime qui sera soumise à l'impôt si elle est perçue sur le compte en banque. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir sur cette prime partage de la valeur, c'est qu'elle rentre toujours dans le revenu fiscal de référence, hein, qui est celui qui est utilisé pour toutes les aides sociales, allocation de logement, garde d'enfants, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Alors, c'est une prime qui a bien des avantages, on l'a vu hein, sur le plan social, fiscal, avec toutes les exonérations dont elle bénéficie. Pour autant, il faut quand même avoir quelques points d'attention. D'une part, cette prime partage de la valeur, eh bien, ne concerne pas le dirigeant. Et quand aujourd'hui on a envie de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dans une petite entreprise, dans une TPE, même quand on est dans une entreprise entre 11 et 49 salariés, on a quand même un dirigeant qui lui aussi envie de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Il peut le faire avec de l'intéressement, de la participation, de l'abondement. Par contre, il ne peut pas le faire avec la prime partage de la valeur, hein. Elle ne va concerner que les salariés. Autre point de vigilance qu'il faut avoir avec la prime partage de la valeur, eh bien, c'est son côté finalement récurrente. On l'a vu, hein, elle a été créée en 2020 en sortie de Covid. Les entreprises ont versé une fois, deux fois, trois fois, et eh bien, les salariés ont aujourd'hui des attentes. Ce sont des primes que l'on a
pas ou très peu liées à l'atteinte d'un objectif. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que pour certains clients, c'est difficile de dire bah, cette année, je ne verse pas, alors que ça fait 3 ans que je verse parce que il n'y avait pas d'objectif à atteindre. Et donc, on se dit qu'un accord d'intéressement, par exemple, pourrait être une solution plus adaptée dans certains cas. Et puis, autre point de vigilance à avoir avec la prime partage de la valeur, mais là, ça fait partie des nouveautés et des évolutions réglementaires, hein, avec la loi de financement de la sécurité sociale. La prime partage de la valeur va entrer désormais dans le calcul des réductions générales des cotisations patronales. Hein. Donc, chaque euro versé de prime partage de la valeur viendra réduire le montant d'exonération dont l'employeur bénéficie pour les bas salaires. Donc, il faut être vigilant. Cela va concerner toutes les primes de partage de la valeur versées depuis le 1er janvier 2025. Alors, il y a un calcul qui est un peu complexe à faire. Les URSSAF normalement mettent un simulateur pour comprendre l'impact que le versement de cette prime peut avoir. Donc, c'est une prime qui a bien des atouts. Évidemment, on peut en plus décider de la mettre en place, je dirais presque au dernier moment. Donc, c'est un véritable atout. Mais attention quand même, quelques points de vigilance en fonction de la taille de l'entreprise. Attention, car le dirigeant n'en est pas bénéficiaire. Elle rentre dans le revenu fiscal de référence. Et on a également ce sujet d'exonération. Alors, si on parle maintenant des cibles à privilégier quand on veut parler de partage de la valeur. Alors, on a différents types d'entreprises. On va regarder par rapport à l'effectif, on va regarder par rapport à la typologie d'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans une entreprise de 1 à 10 salariés, parler de partage de la valeur, c'est assez simple. On dit sur une activité qui est plutôt rentable, on a de nombreuses opportunités. On est sur des structures sur lesquelles la mise en place se fait très simplement. On va retrouver beaucoup de structures avec très peu de salariés. Donc la réflexion du dirigeant est plus rapide, plus simple, et puis il associe souvent épargne personnelle, épargne professionnelle quand on va parler d'épargne salariale. La cible des 11 à 49 salariés, on est aujourd'hui sur boulevard d'activités possibles, hein, puisque c'est la tranche d'effectifs qui était le moins équipée avec des dispositifs de partage de la valeur aujourd'hui. Donc, il y a, je ne vais pas dire tout à faire, mais en tout cas beaucoup à faire. Les négociations sont forcément un peu plus longues, puisque quand on est entre 11 et 49 salariés, on ne regarde pas son entreprise de la même façon que quand on a 1 ou 2 salariés, hein. On a moins cette vision qui mixte à la fois personnelle et professionnelle. Les négociations sont un peu plus longues, effectivement, hein, puisque, je vous le disais, plus de 11 salariés, il y a un CSE, donc le process de mise en place peut être un peu plus long. Et puis la cible des plus de 50 salariés, eh bien, on est dans une autre logique. On est bien souvent sur des entreprises qui sont déjà équipées, puisque plus de 50 salariés, on a cette obligation de verser de la participation, et on considère que c'est un marché finalement de reprise. Tous les dispositifs d'épargne salariale aujourd'hui se transfèrent, et donc là, on est sur une approche qui va être plutôt une approche de conseil. On va pouvoir étudier l'offre déjà en place, voir comment on peut améliorer, optimiser les dispositifs existants et réaliser des transferts. Alors, sur, on va dire, les différentes typologies d'entreprises, on va là aussi retrouver cette notion de plus facile et plus complexe ou un peu plus long. La cible idéale, c'est l'entreprise familiale, évidemment. On va avoir un conseil à forte valeur ajoutée, on va avoir à la fois une approche personnelle et professionnelle.
Et on est sur des structures sur lesquelles, eh bien, on peut parler librement, plus librement, des montants qu'on va distribuer, chaque année adapter ce que l'on fait à la capacité financière de l'entreprise. Autre typologie très intéressante, on va dire les professions que l'on dit fortement fiscalisées. Alors, on va mettre derrière cette appellation les holdings, sur lesquels on a clairement isolé quelques personnes. Et là aussi, hein, on va encore avoir cette approche patrimoniale et fiscale, personnelle et professionnelle. On va retrouver les structures avec des professions libérales, médecins, avocats, qui sont sous forme de SCM, de SCP. Là encore, on va assez facilement pouvoir mettre en place des dispositifs d'épargne salariale, aller chercher des montants conséquents, que ce soit en abondement ou en prime d'intéressement ou de participation qui seront versés. Ensuite, on retrouve eh bien, nos TPE, PME, plus classiques. Et là, on parle d'épargne salariale pour des questions de motivation, de fidélisation, parce que l'on cherche à attirer de nouveaux talents, hein. Donc, c'est le slide que l'on avait avant, hein. On arrive sur les 11 à 49 salariés. Donc, on n'est plus dans une logique où le dirigeant a à travers les dispositifs d'épargne salariale, envie de se constituer une épargne, hein. On est dans une logique où les dispositifs d'épargne salariale eh bien, viennent dans une réflexion de ressources humaines, de comment je construis la rémunération de mes collaborateurs et donc comment j'emmène mes collaborateurs dans un projet d'entreprise, comment je valorise ma marque employeur. Et puis, on termine avec les entreprises déjà équipées. Je vous le disais, les dispositifs d'épargne salariale se transfèrent, d'une part, et on peut hein, tout à fait étudier les dispositifs en place. On a régulièrement de nouvelles opportunités hein, en matière d'épargne salariale, donc on peut compléter des dispositifs existants. Alors, les questions à se poser. On a, quand on veut parler hein, d'épargne salariale, de partage de la valeur, on a des points de vigilance, on parle de points de vérification, on a cette notion d'éligibilité du dirigeant sur laquelle on va revenir, mais c'est une question que l'on a tous les jours au sein de notre équipe. C'est cette question que l'on se pose quand il n'y a qu'un seul ou deux salariés dans l'entreprise. On va bien évidemment vérifier qu'il y a des représentants du personnel si on est plus de 11. On va ensuite bien analyser notre entreprise. Pourquoi est-ce qu'on met en place de l'épargne salariale? Est-ce que c'est avant tout pour le dirigeant? Est-ce qu'il veut emmener ses salariés? Quelle est sa politique de rémunération vis-à-vis des salariés? Est-ce que combien il y a de salariés? Est-ce qu'ils sont à temps plein, à temps partiel? Que sont son CDD, CDI? Est-ce qu'il y a un turnover important? Quelle est la constitution de l'entreprise? Est-ce qu'on a juste une entreprise? Est-ce qu'il y a une holding? Quelles sont les dates de clôture? Donc, toutes ces questions vont permettre finalement d'affiner la présentation que l'on va faire. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, présenter l'ensemble des dispositifs à un client soit forcément la meilleure solution. On a chacun son métier et donc si on présente tout d'un coup, je pense que le dirigeant peut avoir un petit peu peur de tout ce qu'on présente. Et donc l'objectif va être de vraiment se dire, en fonction des réponses que j'ai à toutes ces questions, eh bien, quel est le dispositif que je vais présenter en premier pour intéresser mon client. Alors, les bases de l'épargne salariale et cette question hein, qui est de dire pourquoi on doit parler d'épargne salariale à une entreprise, un chef d'entreprise. On a bien évidemment des raisons qui sont tout à fait sociales.
l'épargne salariale est un véritable outil pour recruter, motiver, fidéliser des salariés, et c'est quand même un enjeu aujourd'hui. Vos clients disent ils ont de vrais sujets concernant les salariés. Alors, il y a une fidélité des salariés qui est moins importante aujourd'hui, mais il y a une concurrence entre sociétés qui fait que un salarié part plus facilement travailler chez le concurrent qui est en face. Et donc, il faut trouver des moyens de conserver ces salariés. On va parler d'épargne salariale, bien évidemment, pour des raisons fiscales, hein. Ça permet de réduire l'impôt sur les sociétés, hein. Nos dispositifs d'épargne salariale sont des charges qui réduisent le bénéfice imposable. On va le faire pour optimiser la rémunération, alors des salariés, on l'a compris, mais également celle du dirigeant. Aujourd'hui, dans l'équipement que l'on peut voir sur les sujets d'épargne salariale, on a quand même énormément de structures pour lesquelles le premier à s'intéresser au sujet, c'est le dirigeant, mais le dirigeant pour lui-même, évidemment. Et donc, tous ces dispositifs vont permettre à la fois aux salariés et aux dirigeants de se constituer un capital projet, un capital retraite, et tout ça avec l'aide de son entreprise et dans un cadre fiscal à l'entrée et à la sortie qui est très avantageux. Alors, le panorama des dispositifs de partage de la valeur. Alors, on dit chez RS que c'est une question de flux et de stock. Je vais commencer par les stocks. Les stocks, ce sont bien, les deux plans d'épargne qui existent, hein. Le plan d'épargne entreprise ou plan d'épargne inter-entreprise, hein. Donc, vous avez tous en tête ces notions de PEE ou PEI. Et donc, c'est le plan sur lequel les sommes vont être placées pour une durée de 5 ans, avec, on va le revoir un petit peu plus loin, une quinzaine aujourd'hui de 4 déblocages anticipés, et on a son équivalent à long terme, donc le PERECO ou PERECOI ou PERCOL. Ce sont les effets de la loi Pacte où on a plein de petits noms d'oiseaux pour ce dispositif, donc qui est le plan d'épargne retraite collectif. Et donc là, les sommes sont placées jusqu'au moment où on atteint l'âge légal de la retraite. Alors, sur les flux, on a des flux qui vont émaner de l'entreprise ou des bénéficiaires. Alors, on peut bien évidemment faire des versements volontaires sur les plans d'épargne, PE comme PERECO, hein, ce sont des versements qui sont toujours facultatifs. On peut également avoir des primes de participation, des primes d'intéressement. La prime partage de la valeur, hein, qui vient elle aussi se loger dans le plan d'épargne d'entreprise pour celles et ceux qui le souhaitent. Et tous ces flux, versements volontaires, participation, intéressement, prime partage de la valeur, vont pouvoir générer, si l'entreprise le souhaite, un abondement. Alors, abondement qui sera toujours caractérisé par un taux et un plafond, et c'est bien l'entreprise qui choisira quelles sont les sources d'alimentation qui génèrent de l'abondement. On peut très bien imaginer avoir un accord d'intéressement avec un PE, mais qui ne génère pas d'abondement, et à l'inverse, se dire que il y a de l'abondement, mais uniquement sur les versements volontaires. Donc, c'est bien le dirigeant qui va choisir ce qui va permettre de générer de l'abondement. Abondement qui sera toujours facultatif, hein. Je le rappelle, aujourd'hui, la seule véritable obligation qu'il y a en matière de partage de la valeur, c'est la participation pour les entreprises de plus de 50 salariés et la mise en place d'un dispositif pour les 11 à 49 salariés. Alors, sur le cadre fiscal et social de ces primes d'épargne salariale, hein, que sont la participation, l'intéressement et l'abondement.
Pour l'entreprise, on est sur des charges donc déductibles du bénéfice imposable. On a une exonération de charges sociales hors CSG, CRDS. Et selon la taille de l'entreprise, eh bien, on a une exonération de forfait social, hein, le forfait social qui est cette taxe qui va s'appliquer sur la participation et l'abondement pour les entreprises de 50 salariés et plus, et qui va s'appliquer sur l'intéressement pour les entreprises de 150 salariés et plus. Pour le chef d'entreprise, les salariés qui sont bénéficiaires de ces primes, participation et intéressement sont exonérés d'impôt sur le revenu quand ils viennent alimenter un plan d'épargne. Hein. On est toujours sur la même logique, hein, une prime de participation et d'intéressement qui vient sur le compte en banque du salarié, il doit la déclarer et il devra payer de l'impôt sur le revenu dessus. Et on retrouve également l'exonération de charges sociales et, comme je vous le disais, notre CSG-CRDS qui est à 9,7. Sur ces primes d'intéressement, participation, prime partage de la valeur, on n'oublie pas que nous avons un principe de non-substitution. Il n'est pas question d'arrêter une prime récurrente pour la remplacer par de l'intéressement ou de la participation ou de l'abondement. Alors, quelques chiffres avec ce comparatif. On compare ici 1000 € dépensés par l'entreprise dans le cadre de l'épargne salariale ou dans le cadre d'un salaire ou d'un revenu d'un TNS. Vous le savez aussi bien que moi, le salaire, le revenu du TNS, on va retrouver des charges patronales, des charges salariales, de la CSG-CRDS et bien évidemment de l'impôt sur le revenu. Ici, on est parti sur un principe de TMI à 30%. Donc, sur les 1000 € que l'entreprise eh bien, va consacrer à un dirigeant, un salarié, eh bien, il en reste entre 380 et je vais dire 550 ou un petit peu plus quand la TMI est moins importante. Quand on est sur un dispositif d'épargne salariale, intéressement, participation que vous décidez de percevoir sur votre compte en banque, eh bien, sur les 1000 €, on verra la CSG-CRDS s'appliquer, votre impôt sur le revenu, mais il en reste un peu plus de 600 € quand vous êtes sur de l'intéressement, de la participation ou de l'abondement qui est donc forcément sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite collectif, eh bien, sur les 1000 € que l'entreprise vous consacre, eh bien, ce sont 903 € qui sont investis. On a uniquement les 9,7% de CSG CRDS qui sont appliqués. Donc, on est sur une véritable efficacité de ces primes d'épargne salariale. On va pouvoir verser plus pour un coût identique. On va pouvoir verser plus aux salariés et aux dirigeants. Et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur et aux dirigeants, puisque on a quand même beaucoup d'entreprises dans lesquelles ces dispositifs eh bien, sont mis en place pour le dirigeant quand même, et parce qu'il peut en bénéficier lui aussi. Alors, sur qui est bénéficiaire de l'épargne salariale, on a vu qu'on pouvait le mettre globalement sur toute typologie d'entreprise. Le point de départ, c'est toujours de se dire que quand on veut parler d'épargne salariale, il faut avoir bien évidemment au moins un salarié dans l'entreprise. Et quand on dit un salarié, c'est eh bien, un salarié en plus du mandataire social de l'entreprise. Si vous avez un client qui est en SAS, il est président assimilé salarié. S'il n'y a pas d'autres salariés dans l'entreprise, on ne peut pas parler d'épargne salariale. Alors, une fois qu'on a ce salarié, eh bien, on peut parler d'épargne salariale de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, SA, SARL, SCM, SCP, entreprises individuelles, pas de sujet, qu'elles soient à l'IS ou à l'IR. On va même retrouver de l'épargne salariale dans des associations pour les salariés, uniquement des associations.
Dans une entreprise, qui est concerné? Eh bien, les salariés, quels qu'ils soient, CDD, CDI, temps plein, temps partiel. Bien évidemment, on ne fait pas d'exclusion, on ne fait pas de collège non plus, hein. On ne parle pas d'épargne salariale pour des cadres et pas pour les non-cadres, par exemple. On peut mettre une condition d'ancienneté, elle est de 3 mois maximum. Le dirigeant sera bénéficiaire des dispositifs d'épargne salariale. Alors, jusqu'à 249 salariés pour les plans d'épargne et l'intéressement, jusqu'à 49 salariés pour la participation. Le conjoint collaborateur, conjoint associé également, qui peut bénéficier de ces dispositifs, les apprentis, les contrats pro, le seul exclu, c'est le stagiaire. Pour ces notions de conjoint, apprenti, dirigeant, on insiste toujours, mais il faut forcément un salarié en plus de ces 3 personnes, hein, une structure dans laquelle j'ai un dirigeant, un conjoint associé, un apprenti. Je ne peux rien faire. Si dans cette même structure, eh bien, j'ai également un salarié, je peux mettre en place les dispositifs d'épargne salariale. Alors, sur le minimum à travailler. La problématique en épargne salariale, c'est qu'on n'a pas toujours des textes de loi qui sont aussi précis que ce qu'on aimerait. Donc, il n'y a pas dans les textes un volume horaire minimal à faire pour un salarié. Je dis toujours, moi, qu'il y a un sujet de cohérence entre l'emploi qu'on crée, le nombre d'heures travaillées et le fait de mettre en place de l'épargne salariale. Aujourd'hui, on va être honnête, on voit quand même beaucoup de structures avec un seul salarié, un salarié à temps partiel, et on a régulièrement un salarié à temps partiel qui peut être le conjoint, la conjointe qui a été embauché comme salarié. Quand on est dans ces situations, on a tout à fait le droit de mettre en place effectivement de l'épargne salariale. Il faut par contre bien s'assurer qu'il y ait une activité réelle. C'est surtout ça qui va être regardé. Un salarié, c'est un contrat de travail, un lien de subordination, des cotisations Pôle emploi, et c'est ça qui va être important. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès. C'est toujours la même logique. Je ne suis pas sûre que de dire j'embauche mon conjoint comme salarié, il va faire 1 heure par semaine de l'administratif. Je pense qu'à un moment donné, on atteint la limite de l'exercice. Il faut quand même que l'emploi soit réel, hein, on le rappelle, mais c'est important. Donc, le point de vigilance, il est là, et on va avoir un deuxième point de vigilance qui est aussi de dire si j'emploie un salarié à temps extrêmement partiel, que cette personne est en plus mon conjoint, je fais attention au montant que je vais distribuer également. On va revenir un petit peu plus loin dans la présentation sur tous les plafonds que l'on a, et notamment avec de l'intéressement et de la participation. Quand vous avez un salarié qui est très faiblement rémunéré parce qu'il fait très peu d'heures, est-il raisonnable d'aller distribuer à cette personne 30 000 € d'intéressement? On peut quand même très justement se poser la question. Donc, pas de réponse précise, malheureusement, hein, sur ce nombre d'heures minimal. Il faut rester, on va dire, raisonnable. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le travail effectué et le nombre d'heures qui a été choisi. Alors, sur l'éligibilité du dirigeant, je vous le disais, on peut mettre en place des dispositifs d'épargne salariale dès lors que l'on a un salarié. C'est-à-dire que ma société existe depuis hier ou depuis 10 ans, j'embauche un salarié aujourd'hui. Sur le principe, j'ai bien le droit de mettre en place les dispositifs d'épargne salariale dès aujourd'hui. Je n'ai pas de temps à attendre. Mon salarié que j'ai embauché,
je peux décider qu'il a une condition d'ancienneté, donc de 0, 1, 2 ou 3 mois. Donc effectivement, s'il est rentré aujourd'hui, je peux très bien dire, comme je mets une condition d'ancienneté de 3 mois, il sera bénéficiaire des dispositifs où il pourra verser dans les plans d'épargne dans 3 mois. Par contre, pour le dirigeant, eh bien, il y a d'autres règles à appliquer. Je pense que c'est la version la plus particulière, on va dire, du texte de loi que nous avons aujourd'hui. Donc, pour qu'un dirigeant soit éligible, il faut, avoir un salarié au moment où on met en place les dispositifs, mais également au moment où le dirigeant veut verser dans le dispositif. Ma société existe depuis 10 ans, j'ai mis en place des dispositifs d'épargne salariale, j'ai toujours versé dedans. Mon salarié est parti au 1er février. J'échange avec mon conseiller mi-avril. Je veux verser dans mon plan d'épargne. Je ne peux pas verser dans mon plan d'épargne parce que je n'ai plus de salarié à l'instant T. Quand bien même j'en ai eu un sur le début de l'année, à l'instant T, il n'est plus là, donc je ne peux plus verser. Après, eh bien, quand on avance un petit peu dans cette notion d'éligibilité du dirigeant, une fois qu'on a regardé si on avait bien un salarié à l'instant T, on va regarder qui est ce salarié. Est-ce qu'il est à temps plein ou à temps partiel? Et est-ce qu'il est là depuis cette année? Est-ce qu'il est là depuis l'année dernière? Ou en tout cas, est-ce que j'ai eu un salarié l'année dernière? Donc, pour être éligible, le dirigeant doit avoir un salarié au moment de son versement, mais il doit également avoir un salarié, avoir eu un salarié au moins un mois en année N-1. Donc, nous sommes en 2025. J'ai un salarié aujourd'hui, je mets en place mes dispositifs d'épargne salariale, je regarde si j'avais un salarié au moins en 2024. En 2024, j'ai bien eu un salarié au moins un mois à temps complet, donc je suis éligible cette année en 2025 et je peux verser en 2025. Deuxième cas de figure, et c'est ce qu'on a appelé la tolérance, nous sommes toujours en 2025, j'ai un salarié en 2025, donc je regarde comment j'étais en 2024. Il s'avère qu'en 2024, j'avais bien un salarié, mais qui était à temps partiel. Eh bien, pour être éligible cette année, il faut que j'ai eu l'année précédente un salarié pendant au moins 6 mois s'il était à temps partiel. Donc, si je reprends mon exemple, j'ai bien un salarié cette année. L'année dernière, j'ai eu un salarié à temps partiel en janvier-février, en juillet-août et en novembre-décembre, par exemple. Donc, j'ai bien 6 mois de présence d'un salarié à temps partiel, sans forcément que ce soit consécutif. Donc, je suis bien éligible cette année. Et puis, troisième cas de figure, la dérogation. J'ai un salarié que j'ai embauché cette année. Il s'avère que c'est la toute première embauche de mon entreprise depuis qu'elle existe. Et ce salarié est à temps complet. Donc, je suis éligible cette année. Donc, c'est une exception. Exemple, ma société existait depuis 5 ans, je n'ai jamais eu de salarié. J'ai embauché au 1er février un salarié à temps complet. Comme c'est le tout premier de salarié de mon entreprise, eh bien, si je mets en place des dispositifs d'épargne salariale, je suis donc éligible dès cette année. Alors, on est clair, cette éligibilité du dirigeant n'est quand même pas toujours très simple, ce qui explique qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de questions de nos partenaires sur ce sujet. C'est une question qui est importante et plus on va se rapprocher du mois de juillet, plus elle sera importante puisque on voit
beaucoup d'emplois à temps partiel être mis en place dans les entreprises. Alors, pour différentes raisons, mais dans ces raisons, il y a le fait de pouvoir mettre en place des dispositifs d'épargne salariale. Et ben, tant qu'on est dans la première moitié de l'année, qu'on va embaucher une personne à temps partiel, eh bien, ça nous permettra d'être bénéficiaires au 1er janvier de l'année suivante. Par contre, tous vos clients qui embaucheront un salarié à temps partiel sur la deuxième moitié de l'année 2025, eh bien, il faut avoir en tête que ils ne seront donc pas bénéficiaires en 2025, hein, puisque s'ils n'avaient pas de salariés l'année dernière, qu'ils embauchent cette année à temps partiel, ils ne peuvent pas être bénéficiaires tout de suite. Mais comme ils n'auront pas eu 6 mois de temps de présence à temps partiel en 2025, ça veut dire qu'ils ne seront pas éligibles au 1er janvier 2026 et donc ils seront obligés d'attendre le 1er janvier 2027. Donc c'est vraiment un point important qu'il faut regarder avec vos clients quand ils ont un seul salarié ou quand ils sont sur une réflexion de j'embauche un salarié, entre autres pour faire de l'épargne salariale. Attention à la date à laquelle on l'embauche pour savoir si on est éligible dès cette année parce que c'est le tout premier emploi à temps plein, l'année suivante parce qu'on respecte bien les caractéristiques ou malheureusement si on prend presque une année de plus dans la vue parce que notre salarié a été embauché à temps partiel et un peu trop tard dans l'année. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin sur cette notion d'éligibilité du dirigeant. Alors, elle s'applique sur les plans d'épargne d'entreprise avec de l'abondement, mais on retrouve la même logique pour l'intéressement, la participation. On se pose exactement les mêmes questions pour savoir si le dirigeant est éligible ou non. Alors, sur la mise en place des plans d'épargne, pour le coup, on est sur quelque chose de très simple aujourd'hui, que l'on mette en place ce que l'on appelle les plans dits sur mesure, PE, PER-éco, ou des offres dites packagées, PEI, PER-éco-I, deux cas de figure. Votre entreprise dispose de représentants du personnel, donc CSE, eh bien, il y a forcément une négociation collective, donc avec un PV réunion de CSE, et votre entreprise ne dispose pas d'un CSE, soit parce que pas encore concerné, soit parce que PV de carence. Dans ces cas-là, les plans sont mis en place, on dit par décision unilatérale, donc le dirigeant signe soit le règlement, soit le bulletin d'adhésion. Sur les caractéristiques des PEI, PER-éco-I. Dans un PEI, on peut verser jusqu'à 25% de sa rémunération annuelle brute ou revenu professionnel ou revenu d'activité N-1 pour les BIC BNC. On parle bien de la rémunération qui est perçue dans l'entreprise qui met en place les dispositifs. Attention avec notre fameuse PPV, elle rentre dans ce plafond des 25% de la rémunération. Dans un PEI ou PE, on ne fait pas de versement non déductible des revenus et les sommes sont bloquées, comme je vous le disais, 5 ans. Dans un PER-éco, PER-éco-I, PER-col, PER-coli, il n'y a pas de plafond de versement. Peu importe ma rémunération, je peux verser dans le dispositif. Je peux faire des versements déductibles de mes revenus, donc 163 quaterbicies et ou 154 bis. Donc là, je choisis le type de versement que je fais dans mon PER-éco, comme sur un PER individuel, finalement. Et là, quand on dit qu'il n'y a pas de plafond de versement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond de versement pour les versements non déductibles, bien évidemment, si je décide de faire un versement en 154 bis dans mon PER-éco, j'ai bien un plafond de versement qui est celui de mes plafonds retraite, bien évidemment. Et les sommes sont placées jusqu'au moment où on atteint l'âge légal de la retraite. Alors,
Si on regarde le cadre fiscal et social pour une sortie en capital sur notre PE et notre père éco. Sur le PE, très simple, on a une seule boîte dans laquelle tous nos flux sont venus se loger et donc à la sortie, que ce soit au bout des 5 ans ou sur l'un des cas de déblocage anticipé, eh bien, mon capital est exonéré d'impôt sur le revenu, mes plus-values aussi, j'ai uniquement 17,2 de prélèvements sociaux sur les plus-values réalisées. Dans mon père éco, eh bien, c'est un PER, et comme tous les PER, qu'ils soient collectifs, individuels, catégoriels, depuis la loi Pacte, eh bien, on est sur une commode à 3 tiroirs, hein. Dans le premier tiroir, on va retrouver les versements volontaires qui auront été faits par le dirigeant, par les salariés. Et donc, j'ai choisi de faire des versements déductibles à l'entrée, eh bien, je suis fiscalisé à la sortie, donc avec de l'impôt sur le capital et 30% sur les plus-values. J'ai fait des versements non déductibles, eh bien, pas d'impôt sur les versements et eh bien, je retrouve toujours mes 30% sur les plus-values. Dans mon compartiment 2 de mon père éco, eh bien, c'est là où je vais retrouver mes primes d'intéressement, de participation, l'abondement, les jours de congé épargnés. On retrouve les mêmes règles que sur un plan d'épargne entreprise. Donc, tout le capital et les plus-values sortiront en exonération d'impôt sur le revenu et j'aurai 17,2 de prélèvements sociaux uniquement sur les plus-values réalisées. Alors, on ne sort pas du PE sous forme de rente. Sur le père éco, bien évidemment, j'ai la possibilité de sortir en rente. Alors, le compartiment 2, on a le choix entre un capital exonéré d'impôt ou une rente fiscalisée. Donc, le choix, je dirais, est vite fait. Sur le compartiment 1, comme tout contrat retraite, on a encore la possibilité d'avoir une sortie en rente. Alors, rente à titre gratuit ou à titre onéreuse en fonction des versements qui auront été effectués, mais dans tous les cas, une rente fiscalisée. Les cas de déblocage, je ne vais pas tous vous les lire, juste un point concernant les 3 nouveaux cas de déblocage qui sont venus rejoindre la liste fin 2024. Donc, la réalisation de travaux énergétiques, l'achat d'un véhicule propre, donc on parle de voiture électrique, voiture hybride, on parle également de vélo électrique. Et puis, un déblocage possible donc, du PE pour les personnes ayant le statut de proche aidant, donc, qui va concerner le titulaire, son époux ou son partenaire de PACS. Alors, les plafonds. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut avoir des plafonds importants hein, quand on parle de partage de la valeur. Pour l'abondement, dans un PE ou dans un PER éco, on a toujours un taux, un plafond. Le taux est compris entre 0 et 300%. Le plafond pour le PE, eh bien, on est à 3 768 €, donc 8% du PAS, 16% du PAS pour le PER éco, donc 7 536 € en 2025. Pour l'intéressement, l'entreprise peut verser jusqu'à 20% de la masse salariale dans une limite de 3/4 du PAS, donc 35 325 €. La participation, on peut verser jusqu'à la moitié de son résultat, là encore, dans une limite de 3/4 du PAS. Et puis, la prime partage de la valeur, eh bien, on a un premier plafond qui est à 3 000 €. Et pour les entreprises équipées d'intéressement ou de participation, on peut aller jusqu'à 6 000 €. Alors, le tout cumulé, on peut arriver à 88 000 € par an par personne. On est sur des montants conséquents. Le point de vigilance, bien évidemment, sur ces montants, eh bien, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Quand on est sur une structure familiale, monsieur, madame, quand bien même la structure a la capacité financière de verser des montants aussi importants, il faut toujours penser à la cohérence du montage. Est-ce que
Une personne qui est rémunérée 5 000 euros à l'année peut percevoir 88 000 euros d'épargne salariale. Bon, ça peut devenir compliqué à justifier en cas de contrôle. Donc attention aussi hein, sur ce point, c'est finalement comme le nombre d'heures. Il ne faut pas aller trop loin dans l'exercice. Alors, sur les règles d'abondement, on a souhaité faire un focus sur toutes les solutions possibles, car on entend trop souvent de clients nous dire ben, on a un plan d'épargne avec de l'abondement, et quand on pose la question de l'abondement, on nous dit bah oui, bah, c'est à 300% plafonné à 3000 et quelques. En fait, un abondement, c'est pas uniquement 300% plafond légal. Bien évidemment, dans une holding sur laquelle on a isolé quelques personnes. Pour des structures familiales, bien évidemment, le 300% plafond légal est la meilleure solution, c'est la version optimale de l'abondement. Maintenant, toutes les structures ne sont pas des structures familiales ou des holdings, et eh bien, on peut jouer avec les règles d'abondement pour adapter, une fois encore, hein, le dispositif aux attentes du dirigeant en fonction de ce qu'il souhaite faire et ce qu'il souhaite emmener tout le monde avec son dispositif. Est-ce qu'il aimerait quand même, avec un dispositif collectif, arriver à faire finalement un peu de sélection dans les bénéficiaires? Est-ce qu'il veut fidéliser ses collaborateurs? Eh bien, les règles d'abondement vont nous permettre finalement tout cela. Donc, dans les règles d'abondement, je vais vous montrer quelques exemples. On a bien évidemment la notion de taux plafond uniforme, mais le taux, c'est pas forcément du 300%. On va pouvoir parler d'abondement par tranche de versement. On va également pouvoir parler d'abondement par palier d'ancienneté. On va pouvoir parler d'abondement unilatéral dans le pair éco. Et puis, on va voir qu'on peut jouer aussi sur l'attractivité du dispositif en mettant notamment des périodes de versement. Alors, je vais commencer par l'option 4, qui est l'abondement unilatéral, qui est assez peu connu aujourd'hui et très peu utilisé, pourtant il présente bien des intérêts. Le principe de l'abondement, vous le connaissez, je fais un effort d'épargne à titre personnel, versement volontaire, intéressement, participation, et mon employeur complète avec ce qu'on appelle de l'abondement en fonction du taux et du plafond qu'il aura choisi. Le principe de l'abondement unilatéral dans le PERECO, c'est de dire mon employeur va verser un abondement sans que j'ai eu le moindre effort d'épargne à faire. Globalement, c'est une prime retraite. Alors, l'intérêt de cette prime retraite, elle est de pouvoir, mettre le pied à l'étrier de la retraite pour les salariés quand le dirigeant est dans cette logique. Faire en sorte que l'on puisse avoir de l'abondement, quelle que soit sa capacité d'épargne. Mettre en place un dispositif retraite à faible coût. Si on fait un comparatif, aujourd'hui, vous avez forcément des clients qui ont des articles 83 ou la nouvelle version d'après Pacte, qui est le PEROB, hein, le plan d'épargne retraite obligatoire. Sur ce dispositif, vous le savez, il y a un forfait social qui est appliqué, quelle que soit la taille de l'entreprise. Quand on est sur un abondement unilatéral du PERECO, eh bien, il n'y a pas de forfait social tant qu'on est en dessous de 50 salariés. Donc, pour 1000 euros de cotisation dite 83 PEROB, eh bien, vous avez vos 1000 euros, vous avez 20 ou 16% de forfait social qui s'applique et la CSG-CRDS qui est déduite. Quand vous prenez ces mêmes 1000 euros dans une version d'abondement unilatéral, eh bien, les 1000 euros, c'est le coût réel de l'entreprise et on a la CSG-CRDS qui est déduite. On n'a pas ce forfait social, donc ça peut être un véritable intérêt. Et puis, ça reste un dispositif retraite qui permet une sortie en capital, contrairement à une sortie en rente sur des dispositifs de type 83 PEROB, et
également une sortie en capital exonérée d'impôt sur le revenu, donc ce qui n'est pas négligeable. Alors, c'est un dispositif qui présentait un peu moins d'attractivité pour une raison principale, je pense, c'est que pendant très longtemps, l'abondement unilatéral était plafonné à 2% du plafond annuel de la sécurité sociale, donc ça faisait un peu plus de 800 euros. Aujourd'hui, cet abondement unilatéral, il a des plafonds qui ont été calés sur la prime partage de la valeur. Donc, je peux verser 3 000 euros jusqu'à 3 000 euros à tout le monde, dirigeants inclus, hein, tant qu'on est en deçà de 50 salariés. Et je peux même aller jusqu'à 6 000 euros quand il y a un accord, quand il y a un accord d'intéressement ou de participation dans l'entreprise. Donc voilà, c'est une première approche que l'on peut avoir dans une entreprise dans laquelle on a envie de parler retraite. Alors maintenant, si on regarde nos règles d'abondement, bon, je pense que cette version-là, vous la connaissez toutes, c'est la version la plus favorable. PEI, PERECOI, 300% plafond légal d'abondement. Je verse 1256, mon employeur rajoute 3768. Et donc, j'ai un peu plus de 5 000 euros sur mon PEI. Pour le PERECO, je verse 2512 euros. J'obtiens 7 536 d'abondement et le tout m'amène à 10 000 euros sur mon PERECO. Donc, j'ai un effort d'épargne à titre personnel qui est quand même peu élevé au regard de l'abondement que je récupère. Hein. Donc, je verse globalement 3 700 à titre personnel et j'ai 15 000 euros d'épargne cumulée sur mon plan d'épargne. Alors, je vous le disais, holding, structure familiale sur laquelle on isole quelques personnes, on est vraiment sur le cas le plus favorable, le plus simple à mettre en place. Bien sûr, tout le monde n'est pas en structure familiale, hein, on va pouvoir jouer sur la capacité d'épargne. Vous avez ici le même exemple, hein, un taux, un plafond, sauf que cette fois-ci, on est passé sur un taux à 100%. Euh, le taux, hein, c'est l'attractivité pour le salarié. Plus le taux d'abondement est élevé, plus le dispositif est attractif, car moins il y a d'efforts d'épargne à faire pour aller chercher l'abondement. Là, avec un taux à 100%, bah, pour aller chercher mes 3 700 euros d'abondement, il faut que j'en sorte à titre personnel 3 700. Alors, on peut voir ça des deux côtés. Hein. 3 700 euros d'efforts d'épargne personnel, c'est très important pour une grande majorité des salariés. Pour autant, un placement qui vous assure 100% de performance tout de suite, ça n'existe nulle part ailleurs, donc c'est très avantageux. Ce taux d'abondement, il va avoir comme effet, je vous le disais, de limiter l'attractivité du dispositif. Donc, quand vous avez un dirigeant qui a envie de mettre en place de l'épargne salariale, mais qui aimerait quand même qu'il y ait finalement une certaine sélection de ceux qui vont bénéficier du dispositif, ben, vous baissez un peu le taux d'abondement, le dispositif devient, on va dire, moins accessible à l'ensemble des salariés et c'est souvent quelque chose qui convient au dirigeant car lui, il va pouvoir verser dans le dispositif. Euh, les quelques personnes proches de lui, son bras gauche, le directeur financier ou les quelques personnes qu'il avait plutôt envie d'avantager vont en général pouvoir, elles aussi, verser dans le dispositif. Si vous êtes à l'inverse hein, sur un dirigeant qui a comme objectif que tout le monde aille dans le dispositif, il vaut mieux garder un taux à 300% et plafonner peut-être l'abondement à un montant inférieur que le plafond légal, parce que ça va permettre de sécuriser le dirigeant. Euh, et bah, si on part d'une enveloppe, hein, j'ai 10 000 euros, on est 10 et moi j'aimerais que tout le monde participe au dispositif parce que j'ai vraiment envie d'emmener mes salariés. Dans ces cas-là, il vaut mieux partir sur un taux à 300% et un plafond à 1 000 euros qui sera plus accessible. Autre possibilité, eh bien, on va être sur un abondement avec des
tranches de versement. Donc, on a un premier palier qui va être de dire les 200 premiers euros versés sont abondés à 300%. Donc, on est sur un premier palier qui globalement est accessible à tous dans l'entreprise. Je verse 200 euros, j'en obtiens 600, j'arrive en mai de tous mes salariés. Le deuxième palier, on a un taux d'abondement qui est moins attractif, il est toujours très intéressant quand même, mais il est moins attractif et moins accessible. On l'a mis dans l'exemple à 100%. Donc, tous les euros supplémentaires qui seront versés au-delà de 200 ne généreront plus un abondement qu'à 100%. Donc, si je veux aller chercher l'abondement maximum, eh bien, il faut que j'en rajoute 3168 pour aller chercher les 3168 manquants. Une fois encore, on est dans une logique où eh bien, on rend un dispositif qui est collectif, hein. Je le présente bien à tout le monde, je dois informer l'ensemble des personnes présentes dans l'entreprise de l'existence des dispositifs, je dois leur en donner les règles. Pour autant, je choisis des règles qui vont avoir comme effet de limiter l'attractivité ou limiter l'accessibilité à tout le monde, et ça va répondre à des attentes de vos clients, hein, chefs d'entreprise. Si on veut aller plus loin, à la fois dans la sélection de qui va verser dans le dispositif, mais également dans la sécurisation pour le dirigeant, on va, nous, vous inviter à limiter la période de versement. Quand vous mettez en place un dispositif d'épingle salariale, vous pouvez dire que on autorise les versements toute l'année, ce qui va avoir pour avantage de permettre à certains de mettre en place des versements programmés et donc de lisser la charge sur l'année. Mais vous pouvez aussi dire, eh bien, on va limiter la période de versement à un trimestre précis. Cette limite, elle va avoir deux avantages. Le premier avantage qui est celui de sécuriser le dirigeant. Il sait que personne ne peut verser, par exemple, entre le 1er janvier et fin septembre, si vous avez choisi comme période de versement le dernier trimestre. Donc, ça veut dire que votre client, il a 9 mois, les 9 premiers mois de l'année pour choisir sa règle d'abondement, l'adapter, l'augmenter, la baisser en fonction de la situation de son entreprise, à la fois sa relation avec ses salariés, à la fois les résultats de son entreprise. Donc, au 30 septembre, il peut dire, eh bien, l'abondement qui est valable pour cette année, sur les 3 mois qui courent, cette année, c'est 300% plafonné à 1000. L'année d'après, il choisira 300% plafonné à 3000 ou il mettra des paliers. Donc, ça va sécuriser le dirigeant en se disant, bon, quoi qu'il arrive, je peux adapter presque à la dernière minute ma règle d'abondement. Autre avantage de choisir une période de versement, alors c'est un avantage qui est un peu moins social, mais qui va répondre à des attentes de clients aujourd'hui, hein. Ça va être de dire, eh bien, je choisis une période de versement parce que je sais que il est plus difficile pour un grand nombre de salariés de faire des versements sur le dernier trimestre de l'année, de sortir par exemple 1000 euros d'un coup. Vous le savez aussi bien que moi, verser 1000 euros répartis en 12 fois sur l'année ou 1000 euros en une fois sur la fin de l'année, ça reste 1000 euros, c'est vrai, mais on sait tous que c'est plus facile en faisant des versements programmés que en le faisant en une fois en fin d'année. Donc là encore, hein, l'idée c'est bien de vous montrer que la règle d'abondement, on peut jouer avec pour l'adapter à la fois à la capacité financière de l'entreprise, le budget que le dirigeant veut consacrer au dispositif, mais également à sa philosophie, à ce qu'il souhaite faire de son dispositif. Est-ce qu'il a envie finalement de privilégier certaines personnes dans ce dispositif qui est à la base, je le rappelle, et j'insiste même sur ce sujet, un dispositif collectif et on doit bien informer tout le monde des règles mises en place. Dernière règle d'abondement, qui est une règle d'abondement par palier d'ancienneté.
Dans notre offre, alors on est parti sur des paliers de 3 mois à 1 an, 1 à 3 ans, 3 à 5 ans et plus de 5 ans. Donc là, tout le monde aura le même taux. Dans notre exemple, on a mis un taux à 300%. Mais par contre, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, eh bien, on va chercher un abondement qui est différent. Donc là, 150, 750, 1005 ou 3000. Donc ça va permettre de fidéliser les collaborateurs. C'est aussi un dispositif que l'on utilise quand on a beaucoup de saisonniers qui interviennent. On a un, deux salariés, plus le dirigeant qui, eux, sont là toute l'année, mais le reste du temps, on a beaucoup de saisonniers. Eh bien, ça permet de dire, ben, ceux qui sont là toute l'année et puis depuis plusieurs années, ils peuvent aller chercher plus que nos salariés saisonniers. On peut également retrouver ces solutions sur des structures avec un turnover important la première année. Ça permet, là encore, d'être toujours dans cette notion de j'ai un dispositif collectif, tout le monde peut bien y participer, j'informe tout le monde, mais pour autant, tout le monde ne peut pas aller chercher le même montant. Alors, j'ai une question concernant l'abondement et sur le fait qu'on doive le renouveler chaque année. Alors, euh, je vais répondre pour la partie abondement, on va regarder après pour l'intéressement et la participation. Quand vous mettez en place une règle d'abondement, dans une grande majorité des cas, elle se renouvelle automatiquement. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques plans d'épargne dits sur mesure, donc déposés à la direction du travail, dans lesquels on a écrit que l'abondement est valable que pour une année, par exemple. Et donc, ça nécessite là de faire un avenant, de le redéposer chaque année à la direction du travail. Dans les autres cas de figure, eh bien, on choisit une règle. Elle est valable pour l'année civile, quelles que soient les clôtures comptables. L'abondement est toujours valable pour une année civile et donc, eh bien, chaque 1er janvier, les compteurs, on va dire, d'abondement se remettent à zéro. On peut de nouveau faire des versements, aller chercher l'abondement. Donc, c'est pour ça que choisir une période de versement peut vraiment faire sens, parce que ben, vous avez votre aide d'abondement qui était celle sur 2024, l'année 2025 a commencé, peut-être qu'elle sera très bien, peut-être qu'elle sera moins bien, mais si vous avez un salarié qui verse dès le début d'année, eh bien, vous ne pouvez plus modifier votre règle d'abondement en cours de route, hein, puisque bah, il y a quelqu'un qui aura déjà bénéficié du dispositif. Donc, pour qu'on reste sur une solution qui est la même pour tous, bah, vous ne pouvez plus la changer en cours d'année. Alors que si vous avez choisi une période de versement, bah, vous avez jusqu'à cette période de versement pour modifier votre règle. Et quand on dit modifier, c'est vraiment modifier à la hausse, à la baisse, voire également dire, bah, cette année, il n'y aura pas d'abondement dans mon entreprise. Alors, sur les accords collectifs. Collectifs, on parle de participation et d'intéressement, hein, qui vont pouvoir venir se loger dans les plans d'épargne et potentiellement générer de l'abondement. Alors, principe de non-substitution, je vous l'ai déjà dit, caractère collectif, on en a également largement parlé. Caractère aléatoire de la formule, on va le revoir sur l'intéressement et la participation. Et bien sûr, être à jour de sa représentation du personnel, c'est extrêmement important. On peut déposer un accord, si on n'est pas à jour de sa représentation du personnel, eh bien, l'accord sera refusé, hein, par la direction du travail, ou en tout cas, c'est pas qu'il sera refusé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'exonération de charges qui vont avec les primes, donc ce qui est quand même un peu regrettable. Pour l'intéressement, aujourd'hui, on va avoir plusieurs cas de figure pour la mise en place d'un accord d'intéressement. Bien évidemment, quand il y a un CSE, c'est une négociation collective. Quand il n'y a pas de CSE, on a la possibilité de faire une décision unilatérale à condition d'être dans une entreprise, donc sans CSE, et qui n'est pas couverte par un accord de branche. On peut également, et ça c'est la troisième possibilité, hein, faire
ce qu'on appelle un référendum. Donc, on doit obtenir la signature des 2/3 des salariés à minima. Alors, sur le principe de l'intéressement, on est ce qu'on appelle une prime à la performance. Je vais fixer un ou des objectifs qui doivent être aléatoires. C'est-à-dire que si vous dites il faut que mon résultat courant avant impôt soit supérieur à 50 000 euros, si votre historique sur les 3 dernières années, c'est plutôt 100 000, 80 000 et 90 000, il n'y a rien d'aléatoire dans votre objectif. Et donc, les URSSAF sont en droit de vous demander de revoir votre copie parce qu'il n'y a pas de caractère aléatoire. Ensuite, une fois qu'on a fixé son objectif, ça va être de dire, mais si on atteint l'objectif fixé, je vais distribuer une prime globale d'intéressement que je vais répartir entre tous, soit proportionnellement à la rémunération, proportionnellement au temps de présence ou de façon uniforme. L'accord peut être mis en place pour une durée de 1 à 5 ans, renouvelable une fois ou ad vitam aeternam. On est sur un plafond collectif, comme je vous le disais, qui est maximum 20% de la rémunération, mais avec une limite individuelle à 3/4 du pass. Je vais pouvoir choisir l'enveloppe finalement comme bon me semble dans cette limite. Je peux très bien dire, si on a atteint l'objectif, je distribue 10 000 euros, ou je distribue 3% de mon résultat, ou X% de la masse salariale. On peut bien évidemment faire des paliers. L'objectif est toujours d'adapter le dispositif à ce que souhaite le dirigeant, à l'objectif qu'il a dans la mise en place de ces dispositifs. On peut avoir un objectif comptable sur le RCAI, le REX. On peut avoir un objectif plus qualitatif. On peut être sur un objectif qui est d'augmenter les ventes d'un produit spécifique, d'augmenter les honoraires. On peut tout imaginer, le tout étant bien évidemment d'avoir un critère que l'on est en capacité de suivre, bien évidemment, parce qu'on doit pouvoir justifier que l'accord se déclenche ou non. Une fois qu'on a notre accord d'intéressement, qui, je le rappelle, doit toujours être signé dans la première moitié de l'exercice comptable et déposé ensuite à la direction du travail, eh bien, l'exercice va s'écouler. Quand on arrive en fin d'exercice, je dois informer tout le monde de la prime auquel il a le droit. Et ensuite, chacun pourra dire, eh bien, je perçois ma prime sur mon compte en banque, auquel cas je la déclare dans mes impôts, ou je décide de l'affecter à l'un ou deux plans d'épargne que me propose mon employeur, auquel cas elle sera exonérée d'impôts et potentiellement elle pourra me permettre d'aller chercher de l'abondement. Pour la participation, qui est une prime que l'on dit au résultat. Alors la participation, on la connaît surtout pour sa formule légale dans les entreprises de plus de 50 salariés. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans les entreprises de moins de 50 salariés, notamment sur des structures familiales, sur des holdings à l'IS, structures dans lesquelles on n'est pas dans une logique de motiver forcément les salariés, on ne cherche pas forcément à atteindre un objectif précis, on est plutôt dans une logique de dire on veut distribuer des primes, à partir du moment où on fait des résultats, on veut le distribuer aux personnes que l'on a isolées dans la holding, à monsieur, madame et les enfants qui constituent la structure familiale. L'avantage de la participation, c'est que aujourd'hui, en plus, on peut faire une formule très simple. Je distribue X% de mon résultat courant avant impôt ou de mon résultat d'exploitation. On n'a plus de clause d'équivalence. Alors, c'est une période transitoire, mais pour le moment, on n'a plus de clause d'équivalence. Donc, une entreprise de moins de 50 salariés qui va dire je distribue 3% de mon résultat courant avant impôt, par exemple, n'est pas obligé de vérifier que la formule qu'elle a choisie est supérieure à la formule légale. Donc, on a vraiment la possibilité de faire des choses très simples. L'avantage que l'on a aussi avec un accord de participation, c'est qu'on a plus de temps dans la mise en place
de l'accord. Vous allez là avoir des clients qui sont en pleine lecture de leur bilan 2024. On a encore la possibilité, là, en 2025, de verser de la participation au titre de 2024, quand bien même, à ce jour, on n'a pas euh, euh, rédigé son accord de participation, quand bien même, on n'a encore rien déposé à la direction du travail. Hein, on aura une contrainte qui est de dire il faut que je mette en place mon accord de participation pour au moins 2 ans, mais on a encore la possibilité d'agir. Et donc, je pense que sur cette période de bilan, c'est important d'avoir la participation en tête pour vos clients dont l'activité se porte bien, pour lesquels l'année 2024 a été une année bonne année, pour lesquels, a priori, 2025 devrait être également une bonne année. Pour la participation comme pour l'intéressement, une fois qu'on a l'enveloppe à distribuer, on va la répartir entre tous, temps de présence, rémunération, uniforme, et chacun aura le choix de toucher ou placer sa prime sur son compte en banque. Point de vigilance sur les répartitions que l'on fait. L'uniforme, c'est un vrai uniforme et nous, on le déconseille. Hein. Il y a 10 000, vous êtes 10, ça fait 1 000 € par personne, que l'on soit à temps plein, à temps partiel, rentré ou sorti en cours d'année. Répartition proportionnelle au temps de présence, cela permet de distinguer les temps pleins des temps partiels. Attention, les apprentis sont considérés comme étant à temps plein. Et sur une répartition proportionnelle à la rémunération, ça permet quand même de favoriser, bien évidemment, les plus gros revenus. Il y a un plafond quand même pour le dirigeant. Hein. Il ne peut pas percevoir plus de primes que le salarié le mieux rémunéré. Alors, on termine, je vois l'heure qui avance, par un cas concret, la structure familiale. Je pense que vous reconnaîtrez un certain nombre de vos clients. On est sur une structure à l'IS. Elle n'a pas été créée en 202, mais en 2022. Il manque un chiffre. On est sur une structure très classique. Un dirigeant qui est rémunéré 100 000 €, un salarié qui s'avère être le conjoint, il est à temps partiel à 80%, il est rémunéré 30 000 €. On est sur une structure qui se porte bien financièrement. Leur objectif, c'est bien évidemment d'améliorer leur rémunération, de préparer leur retraite dans un cadre fiscal optimal et de préparer l'acquisition d'une résidence principale. Alors, sur ce type de structure, on peut, quand on veut commencer par quelque chose de très simple, partir sur PEI, PERECOI, abondement à 300%, plafonné au maximum légal. Je fais des choses simples, je peux le faire n'importe quand dans l'année. Et donc, si ce sont des clients que vous rencontrez, eh bien, ma foi, sur la fin de l'année, on peut agir très vite. On retrouve ici notre abondement dans sa version la plus favorable. Je verse 1 256, j'ai 3 768 d'abondement sur mon PEI. Même logique pour le PERECO, 2512, et je récupère 7 536. Bien évidemment, les montants d'abondement que l'on vous indique sont toujours avant déduction de la CSG-CRDS. Autre possibilité, puisque une fois qu'on a mis en place cette première version, hein, qui permet quand même à monsieur et madame de se constituer un capital de 30 000 € pour l'ensemble, on peut aller un peu plus loin en utilisant la participation. Je vous le disais, l'accord de participation, le principe, c'est de dire je veux distribuer à partir du moment où on fait des résultats. Là, quand on prend le cas de monsieur, madame, quand ils appliquent la formule légale de participation, ça donne 10 000 € à distribuer. Et donc, ils vont utiliser cette prime pour alimenter les plans d'épargne. L'avantage, c'est que dans leur cas, ils n'auront plus besoin de faire un effort d'épargne personnel. Hein. Le versement volontaire, c'est finalement la prime de participation qui vient le remplacer. Donc, je me retrouve avec un système qui est une prime de participation sans charge, sans impôt,
qui génère de l'abondement sans charge et sans impôt, que je pourrais récupérer au bout de 5 ans ou lorsque j'atteins l'âge légal de la retraite, toujours sans charge et sans impôt. Le tout financé à 100% par mon entreprise. Donc, je commence par PEI, Pérécoï avec l'abondement. Je complète avec de la participation pour finalement optimiser et conserver ma capacité d'épargne personnelle. Et je peux même aller encore plus loin. Donc là, pour nos clients, on l'a vu, hein, la formule légale de participation donnait 10 000 euros à distribuer. Quand on verse de la participation, mais c'est la même logique avec de l'intéressement, on a le droit d'utiliser ce qu'on appelle la notion de supplément. Sur la participation, je vous le disais quand je vous ai présenté la participation, hein, on a un plafond maximum légal qui est de dire une entreprise peut distribuer jusqu'à la moitié de son bénéfice en participation. Là, il s'avère que en faisant le calcul de la formule légale de participation, l'entreprise était bien en dessous de la moitié de ses bénéfices. Donc, ce qui veut dire que notre dirigeante, elle peut décider de verser plus de participation que ce qu'elle n'a déjà versé. Elle a versé 10 000 euros. Elle peut aller jusqu'à la moitié de son bénéfice. Donc, elle va pouvoir reverser, là, elle décide de reverser 12 000 euros de supplément. Donc, ce supplément de participation qu'elle va décider de façon unilatérale, sans avoir d'accord à rédiger, à déposer à la direction du travail. Donc, elle va pouvoir chaque année se dire, je verse du supplément, j'en verse pas, j'en verse un peu, j'en verse pour aller jusqu'à la moitié de mon bénéfice. Donc, ça va être une vraie souplesse pour elle. Et donc, chaque année, vraiment de se dire en fonction de la réalité économique et financière de mon entreprise, je décide de verser un peu plus de participation ou pas. Et là, dans leur cas, eh bien, elle va verser donc une enveloppe de 12 000 euros de plus, donc 6 000 euros par personne, ce qui fait que sur l'année 2025, grâce à leur entreprise, ils vont pouvoir aller chercher un peu plus de 40 000 euros d'épargne. Alors, on est d'accord, on est sur une structure familiale qui se porte bien, évidemment. Si notre couple décide décide et a la possibilité, bien évidemment, parce que leur activité se porte bien, de faire cette gymnastique chaque année, eh bien, au bout d'une dizaine d'années, on est sur un couple qui aura constitué un peu plus de 500 000 euros de capital projet retraite. Donc, dans leur projet, il y avait l'acquisition de la résidence principale, donc d'ici 3 ans. Donc, effectivement, ils pourront, au bout de 3 ans, ressortir tout ce qui a alimenté le PE et le PERECO, et puis ensuite, ils pourront reprendre leur versement pour, cette fois-ci, se projeter sur une notion de retraite. Alors, cette notion de supplément, elle est très intéressante. Là aussi, il faut la garder en tête, hein. On peut avoir du supplément sur l'intéressement et sur la participation. Alors, le point de départ, c'est toujours de dire, il faut que mon accord d'origine, intéressement ou participation, bien évidemment, se soit déclenché. Et ensuite, ben, chaque année, je vais pouvoir dire, je verse ou pas du supplément. Quand vous êtes dans une entreprise, et je pense notamment à tous nos clients concernés par la loi partage de la valeur, vous pouvez très bien leur conseiller d'aller sur un accord d'intéressement que l'on va faire finalement minimaliste. On fixe un objectif, on choisit une enveloppe qui est peu élevé, mais ça permet de sécuriser le dirigeant et chaque année, il pourra décider en fonction toujours de la réalité économique et financière de son entreprise de compléter avec du supplément. Donc, l'objectif est aussi de rassurer les dirigeants qui parfois voient notamment cette repartage de la valeur comme une contrainte, mais il faut les amener à voir ça plutôt comme une opportunité de motiver, de fidéliser, de se constituer une épargne et toujours les rassurer sur la souplesse des dispositifs, la possibilité de les adapter à la situation réelle de l'entreprise.
Votre démarche commerciale, eh bien, nous on dit qu'en fonction la sensibilité partage du client, on va pouvoir lui présenter, pousser différents dispositifs. Bien évidemment, je n'ai pas de salarié ou je n'ai pas envie de partager, ben, on va pouvoir parler de PER individuel, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. J'ai vraiment une logique de catégorie, et notamment pour les cadres, on va pouvoir parler de l'article 39 ou du PEROB, hein, notre ancien article 83. Et à partir du moment où je suis un peu plus tournée vers le collectif, hein, tout en sachant bien évidemment, et je pense que vous l'avez compris, notamment avec l'abondement, qu'on arrive quand même à faire des différences, et bien dans ce cas, je vais pouvoir parler PEI, PERECOI, abondement, intéressement, participation et bien évidemment prime à partage de la valeur. Alors, j'ai terminé pour ma présentation. J'ai vu qu'il y avait quelques questions que je n'avais pas traitées. Quand est-ce qu'on peut modifier sa règle d'abondement? Eh bien, dans l'idéal, c'est toujours d'annoncer sa règle euh, en fin d'année pour un effet 1er janvier de l'année suivante. Cependant, vous pouvez modifier votre règle d'abondement en cours d'année à condition que personne n'ait versé depuis le 1er janvier. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de choisir une période de versement. Alors, peut-on verser de la participation et de l'intéressement dans une holding avec un salarié seulement, un salarié et gérant? Oui, c'est possible. Alors, à partir du moment où il y a un salarié, un vrai salarié, vous l'avez compris, contrat de travail, emploi réel, rémunération, lien de subordination, cotisation pour l'emploi, on peut mettre en place tous les dispositifs d'épargne salariale, quels qu'ils soient, intéressement, participation, abondement. Il y a un point de vigilance quand on parle de holding et il va concerner l'intéressement. Si vous êtes sur une holding et qu'il y a une ou des sociétés filles, si vous voulez mettre en place de l'intéressement sur la holding, il faut également que là où les sociétés filles soient couvertes par un accord d'intéressement. Ce n'est pas le cas avec la participation et ce qui explique qu'aujourd'hui, quand on a des dirigeants qui n'ont pas forcément envie d'équiper les sociétés filles, on va plutôt parler de participation euh, sur la holding. La notion de supplément existe-t-elle pour l'intéressement? Oui, tout à fait. On est exactement dans la même logique. Supplément pour l'intéressement et supplément pour la participation. Cela fonctionne sur les deux types d'accords collectifs. Il y a des questions sur le support. Je pense que oui, le support ou le replay vous sont envoyés. Écoutez, il est 11h33, j'ai dépassé de quelques petites minutes. Je ne sais pas si il y a une dernière question. Non, eh bien écoutez, dans ces cas-là, je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. À bientôt.